Derrière le sourire se cache peut-être une tristesse. Derrière le rire se cache sans doute une larme. Est-ce celle du clown qui a cessé de faire rire, ou tout simplement le symbole de la vérité? Ne nous y trompons pas, il existe derrière la comédie des films de Charlie Chaplin une tragédie du monde, soit celle de meurtres à grande échelle, ou celle des malheurs de la condition humaine. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de cette série sur les grands cinéastes. Comme vous l'avez compris peut-être avec le début de la vidéo, aujourd'hui on va parler de cinéma muet, de cinéma en noir et blanc et de films comiques, mais aussi de manière un peu plus étonnante, de films parlants, de films en couleur et de films tragiques, puisqu'aujourd'hui on va se poser une question qui paraît assez simple, c'est-à-dire comment Charlie Chaplin réalise un film. Et pour répondre à cette question, on va se concentrer sur nos 10 champs cinématographiques habituels, vous commencez à en avoir l'habitude: l'histoire, les personnages, les costumes, les décors, la cinématographie, la photographie, les couleurs, le montage, le mixage sonore, et enfin, la musique. Et j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez accéder directement à ces outils de cinéma, vous pourrez les retrouver dans le chapitrage de cette vidéo. Commençons par l'histoire. À l'évidence, tous les films de Chaplin sont des comédies, de ses premiers films, soit des courts-métrages à la fin des années 1910, jusqu'à son dernier film, en 1967, à l'allure d'un vaudeville. Même si chacun d'eux cache une poêle de fond plus obscure que celle que l'on perçoit à la première lecture. Mais au cours de ses 50 années de cinéma, Chaplin y réalise aussi, et peut-être surtout, des longs-métrages bien plus sombres et tragiques. Après le générique, la toute première image de ces 11 longs-métrages nous explique un film avec un sourire, et peut-être une larme. Une phrase qui pourrait servir de note d'intention à l'intégralité de son cinéma. De fait, chaque film du cinéaste contient des thématiques sociales et morales évidentes. Ses héros sont souvent pauvres, seuls et incompris, et tentent presque toujours d'échapper aux autorités. Que ce soit un policier patrouillant dans une rue, comme au début du Cirque, ou un enquêteur particulièrement tenace dans Monsieur Verdoux. Ce qui amène parfois d'autres personnages à les aider ou à les accueillir. L'hospitalité est d'ailleurs un thème central des films de Chaplin, puisque dès son premier long métrage, le héros adopte un enfant abandonné chez lui. Et même si cette hospitalité n'est pas toujours un choix premier et évident pour ces personnages, comme pour le trio de personnages dans La Ruée vers l'or, ou le héros dans Un roi à New York, elle devient nécessaire au cours du récit, et crée même une force, comme pour les deux protagonistes des Feux de la Rampe, du moins dans un premier temps. Au-delà de ça, Chaplin aborde presque toujours des thématiques qui lui sont contemporaines, soit les conséquences du krach boursier de 1929, en parlant de la Grande Dépression des années 30 dans Les Lumières de la ville et les temps modernes, de ses procès au cours des années 1940, auxquels il fait un pied de nez dans Monsieur Verdoux, ou encore, avec l'instinct d'un visionnaire, de la montée du nazisme à l'horizon de la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas encore commencé au moment d'écrire le scénario du dictateur. Ces thématiques s'allient souvent d'ailleurs à des thématiques personnelles, comme l'absence de parents dans Le Kid, ses débuts involontaires dans le musical, comme les débuts involontaires du héros dans Le Cirque, sa fin de carrière dans Les Feux de la Rampe, ou encore son rapport aux femmes, et plus précisément au mariage, dans La Comtesse de Hong Kong. D'abord conçu comme une suite de scénettes, héritage sans doute de ses débuts dans le format court, ces films évoluent au cours de sa carrière, vers une narration plus traditionnelle, du point de vue du reste du cinéma, mais aussi moins primaire, car il ne s'agit plus seulement d'emmener ces personnages d'une situation initiale à une situation finale ou intermédiaire, mais de trouver une émotion ou une information supplémentaire, comme les séquences alternatives des Feux de la Rampe, qui peuvent renvoyer à des rêves ou des prémonitions. Mais ce qui relie l'essentiel du cinéma de Chaplin est le hasard, ou le malentendu. Dans chacun d'entre eux, on retrouve à minima une séquence dans laquelle un retournement de situation est dû à un événement hasardeux ou à un malentendu. Que ce soit un simple mal de mer qui fait que le personnage de Sophia Loren ne peut sortir de la chambre du personnage interprété par Marlon Brando dans La Comtesse de Hong Kong, ou le malentendu initial pour les protagonistes de l'opinion publique, qui change l'intégralité du récit. Ce qui nous rappelle que Chaplin utilise régulièrement le suspense dans ses films, que ce soit pour des situations comiques, comme pour cette scène au début des Lumières de la ville, ou avec celle-ci, au début du Dictateur, ou pour des situations tragiques, comme dans Monsieur Verdoux,
puisqu'on sait initialement qu'il est un meurtrier, ce qui nous place de son point de vue pendant tout le film, et nous permet ainsi de le comprendre davantage. Mais intéressons-nous surtout au Kid, dans lequel le cinéaste emploie déjà tous les éléments narratifs de son cinéma, en commençant par filmer un charity hospital, duquel sort une femme avec un bébé, qui semble en être expulsé. Quelques minutes plus tard, cette femme abandonne son enfant dans une voiture garée devant une maison qui paraît luxueuse. Une voiture ensuite volée par deux voyous qui se séparent rapidement de l'enfant, celui-ci se retrouvant aux mains du héros qui finira par l'élever après avoir essayé de l'abandonner lui aussi. C'est donc une succession de hasards qui crée une situation comique, découlant d'un réel pourtant tragique. La misère d'un homme, l'abandon d'un enfant. Les films de Chaplin sont en fait des témoignages des aspects les plus sombres de l'humanité, mais c'est grâce à cette addition de situations tragiques qu'il fait naître le comique et parvient même à trouver de la beauté. À présent, nous allons nous intéresser aux personnages et à la direction d'acteurs. Tous les films de Chaplin présentent au moins un personnage comme un martyr. Que ce soit les enfants en manque de repères parentaux, comme dans Le Kid ou dans Un roi à New York, les femmes, souvent abandonnées par les hommes, comme la mère du Kid, la protagoniste de L'opinion publique, ou la jeune femme dans le cirque qui subit les violences de son père, et aussi régulièrement infirmes, comme la fleuriste dans Les Lumières de la ville, la femme du protagoniste dans Monsieur Verdoux, et la danseuse dans Les Feux de la rampe. De fait, la femme est un personnage récurrent de son cinéma. Toujours belle, elle est aussi souvent indépendante ou désireuse d'indépendance, mais vulnérable par rapport au monde qui l'entoure. En contraste, il écrit souvent des personnages de brutes, d'hommes imposants physiquement, qui ne s'opposent pas qu'aux femmes, mais aussi au héros qui est petit. Ces derniers doivent tous lutter contre l'autorité, incarnée par la police, toujours interprétée elle aussi par de grands acteurs, et parfois même enrobés, qui courent après le héros, ou les bandits, ou les deux à la fois, comme au début du cirque. Enfin, les animaux sont les derniers personnages secondaires qu'on retrouve dans les films de Chaplin, qui incarnent le danger, comme l'ours dans La ruée vers l'or, ou le lion dans le cirque, des amis, comme un chien dans Une vie de chien, ou des humains de substitution, comme au début des temps modernes. Mais le personnage le plus récurrent de son cinéma est le personnage de Charlot, The Tramp en anglais, qui est un vagabond, souvent sans emploi ou inemployable, comme dans les temps modernes, et qui se retrouve toujours dans la position à subir l'oppression, comme celle de la police alors qu'il participe involontairement à une manifestation, encore une fois dans les temps modernes, ou celle des SS, dont il ne comprend pas les agissements dans Le Dictateur. That's him. Hail Hinkle. Who's he? Don't fool with me, I said Hail Hinkle. All right. De fait, ce vagabond est aussi naïf, que ce soit face à la police, mais même en amour, et refuse toujours de se battre, sauf lorsqu'il s'agit de défendre, comme encore une fois, au début du Dictateur. Le protagoniste de Monsieur Verdoux est une version alternative de Charlot, car lui aussi fait face à la misère de son époque, et joue un rôle, en permanence, avec la même virtuosité que ce Tramp, et retrouve même parfois sa maladresse. Car oui, la maladresse est peut-être ce qui définit le mieux ce personnage de vagabond, qui ne cesse de se retrouver dans des situations de plus en plus complexes. Pour cela, Chaplin, qui joue dans l'intégralité de ses films, et souvent au premier plan, fait preuve d'une grande virtuosité, qui amène le comique, car même dans les situations les plus désastreuses, Charlot tente toujours d'être le plus élégant possible. Sa démarche atypique est l'un de ses traits les plus distinctifs, et bien qu'elle puisse à première vue s'apparenter à une lourdeur de geste, elle relève en fait d'une certaine grâce, qui symbolise la recherche continue de trouver de la beauté dans ses personnages. De fait, son jeu et ses films se définissent distinctement par leur sens du timing, du rythme, du mouvement, qui est accentué par l'intrigue, et répond à l'aspect musical du cinéaste. Car de nombreuses actions se jouent à une seconde près, sont millimétrées, et relèvent d'une certaine virtuosité, mais aussi d'un sens du travail et de la répétition évident. En plus d'être un cinéaste, Chaplin est aussi un excellent acteur, autant capable de faire rire que de faire pleurer, et même de nous faire avoir de la compassion pour ce cher Monsieur Verdoux dans le film du même nom. Son attrait pour le jeu des comédiens se ressent aussi dans sa manière d'appeler les acteurs des joueurs dans son ultime film, ou dans le fait de faire jouer Buster Keaton dans un film sur la fin de carrière d'un comique lors d'une scène d'anthologie. Dans Le Dictateur, Chaplin fait exister un parallèle entre lui et Hitler, à travers deux personnages aux traits similaires, tous les deux bruns, petits, maladroits,
et arborant cette moustache si singulière. L'un est équivalent de Chaplin, un barbier innocent et pacifique, l'autre est un équivalent d'Hitler, dictateur sans pitié, tous les deux nés à 4 jours d'intervalle dans le monde réel. Mais Chaplin nous rappelle que ces deux personnages existent dans un même monde, et qu'ils sont tous les deux les faces d'une même pièce. Il y a l'idée que deux individus, aussi physiquement similaires soient-ils, peuvent incarner deux images du monde radicalement opposées. Dans un cas, la violence est l'aspect le plus tragique de l'humanité, et dans l'autre, l'humour populaire. C'est donc de cet humour dont nous allons parler, dont Chaplin nous donne une leçon dans le cirque. Dans ce film, le personnage est amené à travailler dans un cirque, car ses interventions inattendues ont provoqué l'intérêt et les rires du public. Le directeur du cirque décide donc de lui apprendre le métier de clown, mais c'est Charlot qui va lui donner une leçon d'humour. Car, comme beaucoup de clowns, le directeur donne de l'importance au gag. Mais Chaplin nous montre que le gag n'est pas drôle en lui-même, c'est le contexte qui amène le comique. Par exemple, lorsque les clowns s'entartent pour le simple gag, ce n'est pas particulièrement drôle. En revanche, lorsque le protagoniste ne peut plus voir à cause de la crème qui recouvre son visage, et qu'il entarte cette fois le directeur du cirque, de manière involontaire, le comique renaît, car l'individu le plus digne de l'assemblée en est réduit à un personnage de clown. Pour Chaplin, tout est donc dans le contexte, et le rapport entre les personnages, qui est souvent, dans son cas, un rapport de classe d'ailleurs, et dans un second temps, le comique vient de ses gestes, de la chorégraphie très précise avec laquelle il effectue ses mouvements, qui provoque un rire fasciné. Après tout, ce n'est peut-être pas pour rien que Chaplin fut émerveillé par les clowns toute sa vie, les visites au cirque demeurant ses uniques sorties durant ces dernières années. Parlons maintenant des costumes. Les costumes sont chez Chaplin une manière de comprendre rapidement les rapports de classe entre les personnages. À une époque où le dialogue sonore n'existe pas, c'est-à-dire l'époque du cinéma muet, les costumes permettent de dissocier un homme riche d'un homme pauvre, un policier d'un vagabond, etc., etc. Le costume, c'est aussi, et peut-être surtout, ce qui nous permet de parler d'un personnage récurrent du cinéma de Chaplin, avec Charlot, alias The Tramp, car à partir de 1914, et jusqu'en 1940, Charlot ne changera pas de costume, et ne portera d'ailleurs que ce costume comme élément distinctif. Soit ce chapeau melon, cette canne, cette redingote trop serrée, ce pantalon flottant et ces chaussures trop grandes, que l'on suppose emprunter à quelqu'un, ou trouver dans une poubelle. L'histoire réelle n'est pas si éloignée que ça, car Chaplin aurait composé ce personnage en associant au hasard des vêtements n'allant pas ensemble, dans le vestiaire de comédien de l'époque. Comme son personnage, ces vêtements lui permettent de garder une dignité dans l'adversité. Une idée que l'on retrouve à la fin des temps modernes, lorsque Charlot demande à la protagoniste de ne pas se laisser abattre et de continuer à se battre, même si le combat semble perdu d'avance. C'est sa ressemblance avec les vêtements d'un clown qui fait de Charlot un comique moderne, que l'on retrouve aussi à travers d'autres personnages, comme le pyjama, beaucoup trop grand, de Sophia Loren dans La Comtesse de Hong Kong, un clin d'œil supplémentaire au Tramp. Mais au fil du temps, l'âge de Chaplin devient un obstacle à son personnage qui perd sa jeunesse. Une idée qui est mise en exergue de manière comique avec le lifting du héros dans Un roi à New York, un film dans lequel la chapka du personnage au début renvoie aussi à une zone géographique dont il pourrait provenir, en se moquant des accusations de sa potentielle sympathie au Parti communiste. Les vêtements de l'enfant semblent aussi changer son humeur au cours du film, de pauvre malheureux à neveu d'un roi en exil, défendant les idéaux communistes. Il utilise aussi le maquillage à dessein comique, puisque les participants d'un procès se maquillent tous avant celui-ci, dénonçant ainsi la mise en scène au sein de la société américaine. Chaplin se sert donc des costumes comme de l'incarnation du contraste, celui entre les classes sociales à l'évidence, mais il peut aussi symboliser un contraste géographique ou politique. Il l'utilise avant tout comme un accessoire comique pour opposer un personnage et sa tenue, ou son environnement, pour faire que ces personnages se fassent et se défassent. Abordons à présent les décors. Chaplin utilise d'abord les décors comme un ressort narratif, lors des scènes tournées en plan large, qui s'étalent dans le temps. Chaque élément du décor sert alors à un dessin précis, à un moment donné de la scène, comme lors du combat dans Le Kid. Certainement en raison de ses débuts dans le music-hall, les décors des films de Chaplin remplissent souvent la même fonction qu'au théâtre, c'est-à-dire justement que chaque objet occupe ou occupera
un rôle dans la scène. Mais ces décors sont secondaires et ne marquent pas l'attention du spectateur, sauf pour leur fonction comique. Dans la comtesse de Hong Kong, par exemple, il n'existe presque que 2 pièces, à travers lesquelles les personnages vont et viennent, comme dans une comédie de boulevard. Pourtant, nombre de ces décors sont iconiques, comme les engrenages dans les temps modernes, ou la sphère, avec laquelle joue le dictateur Incal dans Le Dictateur. De fait, beaucoup de ressorts comiques sont liés au décor, et leur réalisation représentait parfois une importante partie du budget du film. Dans La Ruée vers l'or, par exemple, Chaplin réalise le film le plus cher de l'année, avec l'utilisation de nombreux figurants dans les montagnes de la Sierra Nevada au début du film, les premiers et presque uniques plans du cinéaste tournés en décor naturel. Et puis, au cours du film, on s'aperçoit que ce sont les décors qui sectionnent l'intrigue. Dans un premier temps, ce cher vagabond, et ici chercheur d'or, trouve refuge dans une grande cabane dans laquelle un hors-la-loi vit déjà, et coincé par le froid, à l'extérieur, Charlot doit cohabiter dans ce décor, avec le hors-la-loi donc, mais aussi un autre chercheur d'or, archétype de la brute dans le cinéma de Chaplin. Habilement, il se sert de ce décor pour suggérer l'extérieur, sans même le montrer, avec le courant d'air, suite à l'ouverture de la porte principale. Ce décor intérieur est donc une figure rassurante pour les personnages et les spectateurs, alors que les plans en extérieur, tournés pour le reste du film en studio, nous rapprocheraient, étonnamment, davantage d'un sentiment de claustrophobie. Dans un deuxième temps, Chaplin alterne entre un saloon, des soirs de fête, notamment le soir du Nouvel An, et la cabane du héros. Dans le premier décor, celui-ci semble isolé, et se distingue, entre autres par ses costumes, des autres comédiens dans la pièce. Et dans sa cabane, Charlot est cette fois tout à fait seul, même s'il semble s'y épanouir davantage. Dans un dernier temps, Charlot retrouve l'autre chercheur d'or, et avec lui, ils repartent dans la première cabane. Mais cette fois, l'usage du décor est beaucoup plus original, puisque celui-ci va entrer en mouvement. Chaplin retourne donc entièrement notre vision régulière des décors en amenant le mouvement de l'extérieur et non de l'intérieur, notamment pour les vues d'extérieur en utilisant des maquettes et des effets spéciaux remarquables pour l'époque. Le mouvement extérieur de la cabane est représenté à l'image par une rotation du décor, et l'absence de rotation de la caméra. Et par la même occasion, Chaplin renverse notre constat initial, qui était que la cabane protégeait du danger extérieur, celle-ci étant devenue un danger en soi. Les décors sont donc pour Chaplin un moyen de conditionner la narration et le rapport aux personnages. Ce sont souvent eux qui orientent l'histoire dans une certaine direction, amènent les personnages à prendre des décisions et permettent de renverser les rapports de force ou de classe entre ces derniers. Intéressons-nous maintenant à la cinématographie et comment Chaplin filme ses récits. Selon sa propre formule, la vie est une tragédie lorsqu'on l'observe en gros plan, mais une comédie en plan large. Aussi profonde cette phrase soit-elle, elle s'applique aussi, sans doute, à la manière de filmer de Chaplin dans son cinéma. Car il n'existe dans celui-ci pas de meilleur outil pour la comédie que le plan large. Avec le plan large, Chaplin donne de l'espace au comédien, et en premier lieu, à lui-même. Il permet aussi de faire exister d'autres éléments que seul un acteur, que ce soit un objet à droite, à gauche, en haut ou en bas, et même un ou plusieurs autres acteurs. Mais la particularité des plans de Chaplin est qu'ils sont très épurés, et ne nécessitent pas une multitude d'objets ou d'acteurs, ceci ne représentant qu'une idée ou une nécessité pour la scène. Un exemple parlant de cette simplicité des plans se trouve au début du Dictateur, qui débutait pourtant en rupture complète avec la première partie de son cinéma, qui, à l'aide de travelling complexes et élaborés, semblait rompre définitivement avec le cinéma muet. Mais après moins de 5 minutes, on fait appel au Charlot d'antan pour vérifier que l'arme projetée ne présente plus de danger. Charlot reprend alors son personnage, et avec lui, le plan mythique du cinéaste britannique. Dans cette scène, nul besoin de travelling, de zoom ou de montage. Chaplin joue avec un objet, la caméra suit simplement le mouvement du personnage à l'aide d'un panoramique, et on comprend que 2 acteurs sont bien suffisants pour la comédie. Par opposition, le gros plan est souvent celui de l'émotion tragique, des pleurs, et cela pour une simple raison, une larme est imperceptible en plan large. Alors bien sûr,
Chaplin ne réduit pas son cinéma à l'opposition entre ces deux plans, ces deux émotions, il alterne surtout entre les deux, ce qui permet de concevoir la présence de la joie comme de la tristesse, exactement comme on les perçoit dans la vie. Sans invoquer l'un ou l'autre, presque tous ces films s'ouvrent sur un plan large, à deux exceptions près, et même chose pour les fins de ces films, qui sont aussi souvent accompagnés d'un mouvement d'éloignement entre les personnages et la caméra, soit d'une caméra qui s'éloigne de personnages immobiles, soit de personnages s'éloignant d'une caméra fixe, ou presque. L'un des traits récurrents de sa mise en scène est le fait de faire coexister deux personnages dans le cadre, ne sachant souvent pas qui ils sont l'un pour l'autre, comme dans cette scène du Kid, dans laquelle la femme qui avait plutôt abandonné son enfant se trouve à côté de lui souriant même, sans savoir qu'il s'agit de son fils. En habile maître de la subjectivité du public, il joue aussi avec ce que voit le spectateur ou non, comme dans cette scène du dictateur, pendant laquelle les SS forcent les portes du ghetto, une image qui n'existe que dans notre imagination, car Chaplin ne nous montre rien, mais s'attarde sur des oiseaux dans une cage, alors que le son évoque la brutalité de la scène. Une adroite métaphore donc de la situation, qui parle davantage que l'image évidente que nous avons à l'esprit. Lorsqu'une femme se déshabille dans l'opinion publique, Chaplin change de plan, et nous montre uniquement les spectateurs de cette scène, comme pour s'amuser d'une potentielle censure. La caméra sert d'ailleurs souvent en elle-même d'outil comique, comme pour la scène dans la cabane dans la ruée vers l'or, dont nous avons déjà parlé, mais aussi, de la même manière, dans Le Dictateur, lorsque Charlot pilote un avion qui se retrouve à l'envers au début du film, et que soudain, la caméra rejoint le sens des comédiens, et crée un effet étrange et comique de voir les cheveux des personnages se dresser, la montre flotter en l'air, ou l'eau s'envoler. Mais intéressons-nous aux Lumières de la ville, un film qui commence assez peu étonnamment par un plan large, et une scène pendant laquelle un plan fixe laisse l'acteur exprimer tout son talent, quelquefois coupé par des contre-champs sur les spectateurs de cette scène que l'on voit stupéfait. Et puis, pour introduire le personnage de la fleuriste aveugle, Chaplin associe deux plans serrés, pour créer une association d'idées, et marquer l'importance de cette femme dans le récit et la vie du héros. Après quoi, celui-ci va l'aider financièrement, en devenant l'ami d'un homme riche, ou en essayant de gagner sa vie à la boxe. Et enfin, lors de la scène finale, Chaplin joue de l'opposition émotionnelle des deux plans, radicalement opposés. La comédie vient du plan large, mais c'est un plan serré qui permet au personnage de repenser à la fleuriste. Et comme souvent dans ces films, il compose son image de deux personnages, qui ne savent pas qui ils sont l'un pour l'autre. D'une part, la fleuriste a retrouvé la vue, nul besoin de mots pour le comprendre puisqu'elle rit de la situation qu'elle voit, et d'autre part, Charlot est dos à elle, et ne peut donc la voir. Progressivement, on sent cette fin arriver comme quelque chose d'inéluctable. Chaplin se retourne, et à présent, lui seul sait qui il a devant les yeux. Et c'est par un autre sens que la femme autrefois aveugle le reconnaît. Elle lui prend la main, et ce qui apparaîtrait alors comme quelque chose d'imperceptible est parfaitement mis en scène par Chaplin. Celui-ci resserre ses plans, et nous permet donc de percevoir l'imperceptible, de voir l'invisible, de palper l'impalpable, et soudain, il nous fait repenser à l'intégralité du film, ces moments de difficulté, connus par les deux personnages, les sacrifices du héros, son amour sincère pour cette femme, et les tourments qu'il s'est infligés. L'intensité émotionnelle est forte et accentuée par les plans. Mais Chaplin, pour une fois, ne lâchera rien, et maintiendra cette émotion éternellement, en terminant son film par ce plan serré. Parlons à présent de la photographie. Chaplin utilise le plus souvent l'éclairage de la manière la plus traditionnelle possible, soit pour éclairer l'intégralité des décors, en mettant aussi parfois en avant un acteur plus qu'un autre, pour accompagner la narration. Mais au cours de ce demi-siècle passé à mettre en scène des films, la photographie a évolué en même temps que son cinéma. Pourtant, Roland Todflow, collaborateur de Chaplin à partir de 1915, demeura son chef opérateur jusqu'en 1947, et fut même consultant pour son dernier film américain, Les Feux de la Rampe. Cette collaboration est d'autant plus importante qu'il s'agit d'une des rares avec le cinéaste, et de loin la plus longue pour celui-ci. Avec Todflow, ils utilisèrent la photographie, entre autres pour raconter des histoires rapidement, comme le père de la protagoniste dans l'opinion publique,
qui apparaît par un jeu d'ombre au début du film, témoignant, par la taille imposante de sa silhouette, de l'emprise sur sa fille. Des usages aussi plus poétiques sont à noter, comme dans cette scène de la ruée vers l'or, dans laquelle le plan est divisé en deux parties distinctes, l'une éclairée par les lumières intérieures du saloon, et l'autre entièrement obscure, de laquelle provient le protagoniste. Et le fait qu'il se trouve à la fois entre ces deux éclairages, mais physiquement associé au deuxième, nous raconte là aussi une histoire, associée à une émotion. On retrouve la même idée dans un plan des feux de la rampe, dans lequel on perçoit toute la solitude du personnage, par le fait que toutes les lumières autour de lui s'éteignent, comme des présences qui le quittent. D'autres plans sont parfois élaborés, du point de vue de la photographie, comme ce plan dans la lumière de la ville, dans lequel la fumée est particulièrement mise en valeur. Mais le film le plus intéressant du point de vue de la photographie est certainement Monsieur Verdoux, dernière collaboration avec Roland Foslow, en tant que chef opérateur principal. Dans ce film, Chaplin incarne une version alternative de Barbe Bleue, qu'il cite d'ailleurs, inspirée par les crimes de Landru. Pour cela, le noir et blanc donne déjà une émotion brumeuse aux images, et renforce surtout l'usage des ombres, qui sont récurrentes dans ce film, en particulier lors des scènes de meurtre, ou de tentatives de meurtre. Dans cette scène, par exemple, on a davantage l'impression que c'est l'ombre du personnage qui suit la femme, puisqu'on ne perçoit presque pas la sienne. En revanche, la silhouette de ce cher Monsieur Verdoux est omniprésente, comme un double maléfique. Plus tard, lorsque le protagoniste tente de commettre un nouveau meurtre, c'est à nouveau son ombre qui est mise en avant. Et lorsqu'il est interrompu, il efface son ombre en éteignant la lumière, qui la rendait possible. La photographie est donc pour Chaplin un moyen de raconter une histoire, ou d'invoquer une émotion, de dissocier surtout ombre et lumière, et de confondre les personnages et la narration avec leur décor. Intéressons-nous maintenant aux couleurs. Parmi tous les films de Chaplin, un seul a été réalisé en couleur, et pour cause, il s'agit de son dernier film, La Comtesse de Hong Kong. Si le noir et blanc n'est pas un choix artistique dans la première partie de son cinéma, il en devient un à partir des années 1940, puisque la couleur est déjà dans beaucoup de films de l'époque, en particulier à Hollywood. Pourtant, jusqu'à son avant-dernier film, en 1957, époque durant laquelle l'essentiel des films américains est tourné en couleur, le cinéaste fera toujours le choix du noir et blanc. On peut d'abord expliquer ça par un choix budgétaire, Chaplin étant aussi producteur de tous ses films depuis l'opinion publique, mais la couleur renvoie aussi à un cinéma plus moderne, et Chaplin fut toujours réticent aux nouvelles technologies, y compris la couleur, sans doute par nostalgie d'un certain cinéma. Et donc, le film auquel nous allons nous intéresser est La Comtesse de Hong Kong, un film qui ne présente pas une palette de couleurs très saturée, mais essentiellement des couleurs pâles et claires, à quelques exceptions près, et notamment l'arrivée du personnage interprété par Sophia Loren, vêtue d'une tenue rose, elle aussi assez pâle, mais contrastant tout de même avec le reste de la pièce. Car le film met surtout en valeur deux couleurs, le bleu et le jaune, quelque chose que l'on remarque par les décors d'abord, mais aussi et surtout par les tenues que portent les personnages. Car Ogden, interprété par Marlon Brando, est associé au bleu, qu'il porte parfois avec du noir, pendant toute la première partie du film, et Natasha, interprétée par Sophia Loren, est quant à elle associée au blanc, dans un premier temps, mais surtout au jaune, soit la couleur du pyjama que lui donne Ogden, qui est une couleur complémentaire du bleu. Mais vers le milieu du film, alors que la situation s'inverse, elle porte une succession de roses, comme au début, puis de vert, et puis un mélange de vert et de rouge sur la plage. Les deux couleurs complémentaires, les plus opposées au bleu et au jaune, lorsqu'elle ne semble plus ressentir la même chose pour Ogden. Ironiquement, c'est la femme d'Ogden, Martha, qui porte à présent du jaune, mais celui-ci est plus terne et semble manquer de vie. Lorsque les deux protagonistes paraissent faire le deuil de leur amour, ceux-ci portent tous les deux du noir. Mais c'est finalement en portant la même couleur que les deux personnages s'associeront à nos yeux. Les couleurs sont donc pour Chaplin un moyen de représenter l'histoire qui se joue sous nos yeux. Celle-ci incarne les sentiments et les pensées des personnages et nous annonce les événements avant qu'ils se produisent. Nous allons à présent parler du montage. En plus d'être le réalisateur, le scénariste,
le producteur est souvent l'acteur principal de ses films, Chaplin est aussi souvent le monteur, ou en tout cas crédité à ce titre jusqu'au temps moderne, et cela n'a rien d'étonnant lorsqu'on étudie sa science du rythme dans son jeu d'acteur. Pourtant, la plupart de ses films ne renvoient pas l'image d'un montage omniprésent et artistique, car Chaplin préfère laisser durer un plan, pour que les acteurs puissent s'exprimer. Et c'est souvent la caméra d'ailleurs qui suit les personnages et non l'inverse. En termes de transition, il fait souvent appel au fondu enchaîné, en particulier dans Un roi à New York, mais aussi dans Le Dictateur, à travers différentes surimpressions. La première étant tout simplement 2 fondus enchaînés, la seconde une réelle surimpression, puisque le plan 2 se retire avant le plan 1. Et Chaplin utilise aussi le montage intellectuel, tel que l'a théorisé Eisenstein, avec un raccord célèbre au début des temps modernes, qui nous permet d'associer les ouvriers à des moutons que l'on enverrait à l'abattoir. Dans Le Kid, il utilise, pour présenter l'histoire et les personnages, un montage alterné, qui nous montre la situation initiale avant l'arrivée du protagoniste. Mais le film auquel nous allons nous intéresser est Les Feux de la Rampe, dans lequel Chaplin dispose certaines séquences semblables à des rêves ou des prémonitions, avec comme transition, une fois n'est pas coutume, des fondus enchaînés, mais qui ont ici un rôle plus qu'esthétique, puisqu'ils renvoient à une idée, un sentiment, celui de 2 espaces-temps à jamais séparés, et l'existence même de ces séquences nous permettent de percevoir autrement les événements par la suite. On comprend alors que le fondu enchaîné représente pour lui le passage du temps, comme en témoigne celui qu'il utilise pour cette scène, qui est un moyen simple de nous raconter, sans dialogue, que l'histoire évolue, et que la ballerine se remet progressivement de sa blessure. Il monte aussi les images à l'envers à la fin du film, pour la sortie de scène de Calvero, mais Les Feux de la Rampe contiennent aussi, et sans doute, la meilleure transition du cinéma de Chaplin, une des plus belles de l'histoire du cinéma. Après sa performance, Calvero est applaudi, il salue son public, mais s'aperçoit de son imagination. La salle est vide, Chaplin nous fait voir son visage à nouveau, et sans utilisation de tracking, les yeux du comédien sont à présent ceux d'un homme seul dans son lit, fantasmant sa gloire d'antan. Chaplin utilise donc le montage comme un outil émotionnel pour créer un lien entre le public et les personnages, pour nous faire ressentir, plus que comprendre. En Tomenia bis ein Strapf, en der Blitzen sagt der Knut, ich kleiner Strapf mit der Abordons maintenant le mixage sonore. Comme pour la couleur, Chaplin a longtemps renoncé à faire parler ses personnages dans ses films. Et pour cause, sa notoriété est due au fait que son personnage ne parle pas, car ce sont par ses gestes, ses expressions et sa virtuosité que Charlot se distingue des autres acteurs. Pourtant, bien des années plus tard, Chaplin sonorisa, en partie, ses premiers films, parmi lesquels La Ruée vers l'or, lors de laquelle on entend le vent faire un trou dans le mur d'une cabane. Mais pendant plusieurs années, le cinéaste continua de réaliser des films muets, voire même antisonores, en étant d'ailleurs l'unique cinéaste à conserver son succès en persévérant dans cette voie. Dans Les Lumières de la ville, par exemple, réalisé alors que les films sonores sont déjà partout, Chaplin se moque ouvertement des dialogues lors de la scène d'ouverture, en mimant les discours des personnages avec un kazoo, qui rend autant risible cette cérémonie que l'usage du son au cinéma. Dans les temps modernes, alors que le cinéma muet est définitivement mort, Chaplin réalise un nouveau film anti-sonore, mais ressentant certainement plus que jamais la pression d'entendre le personnage de Charlot parler, il écrit, comme un climax du film, une scène lors de laquelle le protagoniste doit impérativement chanter. Mais comme un clin d'œil à son éternel personnage muet, celui-ci oublie les paroles de la chanson, et se retrouve dans l'embarras de devoir réciter un texte dont il ne connaît plus les paroles. Mais dès son film suivant, et jusqu'à la fin de sa carrière, Chaplin ne réalise plus que des films sonores. Leur particularité étant l'aspect très sobre de leur présence, le cinéaste n'inclut pas de son de l'environnement autour des personnages, mais se concentre sur l'essentiel, soit les dialogues et les bruits qui renvoient à une action précise et cruciale pour la scène. Mais même lorsque Monsieur Verdoux tombe dans le film du même nom, sa chute sur les tuiles ne fait aucun bruit. Ceci donnant un aspect étrange à la scène. Chaplin utilise aussi dans ce film la voix off, celle du protagoniste au début du film,
qui influence le spectateur en sa faveur, en raison de sa voix douce et joviale, que l'on croit incapable d'avoir commis des meurtres. Mais le film le plus intéressant du point de vue sonore est sans doute Le Dictateur, dans lequel Chaplin utilise pour la première fois le son pour enregistrer des dialogues, en faisant parler son héros, dont la voix douce, à l'accent anglais très prononcé, est surprenante dans un premier temps. Et on conçoit rapidement l'usage du son dans ce film comme quelque chose d'indispensable, entre autres avec les discours du dictateur Hinkel, qui sont accentués par un mot en particulier. Democracy stunk. Democracy is fragrant. Liberty stunk. Liberty is odious. Free sprechen stunk. Freedom of speech is objectionable. De fait, le son est, pour Chaplin, un nouvel outil comique, comme lorsque sa secrétaire note une lettre que le dictateur lui dicte, Mais le son ne remplit pas qu'un rôle comique dans ce film, il est aussi l'expression de la peur, car même si les discours d'Hinkel sont moqués dans un premier temps, le fond de ces discours est terrifiant, lorsque sa voix résonne dans le ghetto. On y trouve aussi l'une des scènes les plus effrayantes de l'histoire du cinéma, dont le son est la porte d'entrée, puisqu'après le discours du dictateur, on entend les SS débarquer dans le ghetto, et Chaplin utilise notre imaginaire pour visionner cette scène, puisqu'il ne nous montre rien, mais nous amène à tout ressentir par le son. C'est d'ailleurs à la fin de cette scène qu'il se concentre sur deux oiseaux en cage, sans montrer les massacres des SS. Enfin, Chaplin conclut son film par un discours, un des plus célèbres dans l'histoire du cinéma, réalisé et prononcé par l'acteur et le réalisateur phare de l'ère du muet, un moment unique où Chaplin cesse d'être Charlot pour devenir un personnage sérieux. Et si sa voix s'emporte tel un dictateur à la fin de la séquence, elle reprend un ton doux et plein d'espoir pour s'adresser à Anna, qui prononce le dernier mot du film. Listen. Et enfin, la musique. Sedore, je notre soccafore, je notre citavore, je la tula tilatoire. Comme pour le son, il faudra attendre les lumières de la ville pour entendre une musique composée par Chaplin au cinéma. Car oui, même si l'on l'oublie trop souvent, en plus d'être acteur, metteur en scène, scénariste, producteur et monteur de ses films, Chaplin était aussi le compositeur de leur musique. Passionné dès son plus jeune âge par le piano, le violon et le violoncelle, il compose et recompose ses musiques, même après son dernier film, notamment celle du Kid, qui ressortira au cinéma sous sa nouvelle forme en 1972. Dans cette musique, Chaplin associe un thème sentimental à des airs plus jazz qui représentent le personnage de Charlot. Celle du cirque, de la ruée vers l'or, ou encore de l'opinion publique, avait aussi été composée bien après leur sortie en salle. Pour le cirque, on entend d'ailleurs la voix de Chaplin interpréter la chanson Swing Little Girl lors du générique. Swing, little girl, swing high,
to the sky. Avec ses compositions nouvelles, il synchronise aussi la musique avec l'action à l'image, et les mouvements des personnages, les chutes, les coups. Son intérêt pour la musique se fait aussi sentir par l'importance de la danse dans son cinéma, qu'elle soit évidente comme dans cette scène des Lumières de la ville, que l'on retrouve aussi dans Monsieur Verdoux, ou moins évidente avec la chorégraphie bien répétée du combat de boxe dans les Lumières de la ville une nouvelle fois, qu'elle soit le métier d'un personnage comme Terry dans Les Feux de la Rampe, ou une improvisation pour un tyran comme la danse d'Inkle dans Le Dictateur, ou enfin qu'elle ouvre le dernier film du cinéaste avec un générique, ou qu'elle clôture ce même film, encore une fois, avec un générique. Bref, la danse est partout dans le cinéma de Chaplin, car ce dernier et ses personnages incarneraient davantage la cigale que la fourmi dans la fable, à ceci près qu'en plus de chanter, celle-ci danse aussi. Et comme pour tous nos chants cinématographiques, la musique est aussi un motif de comédie. Et surtout, la musique la plus sérieuse qui soit, la musique militaire, qui accompagne la chute du dictateur dans les escaliers au début du Dictateur, ou l'hymne national, comme celui qui interrompt la scène d'ouverture des Lumières de la ville. Ce qui nous fait penser que Chaplin utilise souvent les thèmes célèbres dans ses films, comme le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov dans La ruée vers l'or, ou l'hymne à la joie de Beethoven et la 5e danse hongroise de Brahms dans Le Dictateur, deux compositeurs allemands, comme un clin d'œil au pays dans lequel pourrait se trouver le héros. Et le film qui va nous intéresser est Les Temps modernes, sans doute l'une des plus belles partitions de Chaplin, et l'une des plus grandes musiques de l'histoire du cinéma, avec le morceau qui sera renommé Smile, en référence à la fin du film, et interprété par Jimmy Durante, puis Nat King Cole et même Michael Jackson. Mais revenons-en au film, qui propose différentes versions des thèmes joués, comme la toute première mélodie entendue au début, lorsque le titre apparaît, que l'on retrouve bien plus tard, avec la rencontre du protagoniste et de la gamine, interprétée par Paulette Goddard, mais qui est joué cette fois comme si le personnage avait perdu le fil de la musique qu'il écoutait. Chaplin compose ses musiques assez simplement, les thèmes liés à Charlot et son comique étant en mode majeur, et ceux plus sentimentaux, liés aux problèmes sociaux des personnages, sont le plus souvent en mode mineur. Dans les deux cas, il utilise de nombreux chromatismes, sort de la gamme ou change complètement de tonalité. La musique est à l'image de ses personnages et ne suit jamais vraiment le chemin qui lui est tracé. Si l'on s'intéresse au thème Smile par exemple, Chaplin donne un ton plutôt triste au morceau, et pourtant, celui-ci reste dans une tonalité majeure, définie par le premier et dernier accord. Pour Chaplin, la musique est donc la continuité de l'action, et l'expression de la philosophie des personnages et du cinéaste, soit de continuer à sourire et danser, dans l'adversité. Voilà, merci beaucoup d'être arrivé au bout de cette vidéo. C'était un vrai plaisir à tourner. J'avais énormément de choses à dire, je pense que ça se verra par la longueur de la vidéo. Et malheureusement, j'ai pas pu tout dire, j'ai dû me restreindre à ne pas dire beaucoup de choses. Pour moi, Charlie Chaplin est l'un des plus grands cinéastes de tous les temps. Peut-être pas le plus grand réalisateur, mais en tout cas, un des plus grands scénaristes, si c'est pas même le plus grand storyteller de l'histoire du cinéma, qui fait des fins de films et des débuts de films parfaits. Il y a par exemple la fin de La ruée vers l'or, qui pour moi est une fin parfaite. C'est aussi l'un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma. On n'en parle pas assez, donc j'étais ravi de pouvoir en parler dans cette vidéo, avec des musiques que j'ai encore en tête à l'heure actuelle. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, ou à la partager même, à vous abonner à la chaîne. Voilà, on se retrouve très prochainement pour un nouveau concept sur la chaîne, et des vidéos très régulières. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.